Bonjour à toutes et à tous. À certains égards, la France de 2050 présentera deux points communs avec celle qui a fait la Grande Révolution en 1789 et qui a sonné le glas de la monarchie. Premier point, le discrédit radical de la classe dirigeante. Et deuxième point, l'aspiration diffuse, plus ou moins diffuse, du peuple à une autre forme de gouvernance. Deux points de similitude. Elle aura néanmoins, cette France de 2050, l'avantage sur sa prédécesseur d'avoir pu tirer les enseignements historiques et politiques de cette période de 5 années qui se sont écoulées entre 1789 et 1794, pendant lesquelles deux forces contraires, porteuses chacune d'une vision sociétale différente, s'affrontèrent dans un contexte particulièrement exacerbé. En 1789, un seul point faisait consensus entre ces deux forces contraires, le rejet du pouvoir monarchique. Mais ce rejet prenait une signification différente pour chacune d'entre elles. Pour les uns, il ne s'agissait que de rejeter la façon dont la monarchie exerçait le pouvoir depuis des décennies, voire depuis des siècles, et un simple ajustement à leurs aspirations d'enrichissement économique aurait pu suffire, un simple ajustement au fonctionnement de la monarchie. Pour les autres, c'était le principe même de la monarchie, l'essence de son pouvoir qui était remis en cause. Il se trouva que les péripéties de l'histoire réunirent à un moment donné ces deux forces contraires finalement, dans un même élan abolitionniste, mais la suite des événements prouva que le principe monarchique pouvait rapidement refaire surface et pouvait accompagner la première faction dans ses projets de développement économique. Car, au fond, la question était bien et bien économique. Et l'enjeu était déjà en filigrane la croissance. Une croissance voulue par les forces économico-financières naissantes à la sortie du Moyen-Âge, mais bridée par les lois monarchiques immuablement protectionnistes et conservatrices. Ces nouvelles forces, elles avaient commencé à s'organiser de façon éphémère à partir de 1750, avec notamment le mouvement physiocratique, mais ces forces fondirent rapidement dans un plus vaste ensemble, posant la recherche du profit financier en tant que valeur suprême. Les représentants de cette tendance, pendant la Grande Révolution française, cette première faction dont j'ai parlé, c'était la Gironde. Alors qu'en face, une autre force politique, la Montagne, visait à défendre les intérêts et promouvoir le rôle du peuple dans la nouvelle organisation sociétale en gestation. Alors on connaît l'enchaînement des événements qui amenèrent la chute des Montagnards après le 9 Thermidor et la victoire définitive des Girondins, et qui allait permettre l'installation au pouvoir de la caste des marchands, le capitalisme et la croissance. Mais il n'empêche que la mémoire collective conserva néanmoins intact et vivace le souvenir de la désillusion vécue par les masses populaires, flouées dans leurs espoirs et n'ayant finalement agi qu'en tant que levier révolutionnaire pour le seul compte final de la bourgeoisie naissante et pour favoriser son avènement politique. Cette révolution volée au cours de laquelle on a pu voir se dérouler ce processus historique stupéfiant d'une classe minoritaire utilisant à son profit le rôle moteur de la multitude et prenant la place des anciens maîtres en modifiant simplement leur système de domination, sert aujourd'hui de référence en ce début du XXIe siècle
les théoriciens de l'après-croissance qui s'attachent inlassablement dans le désir médiatique à alerter les citoyens sur les risques de récupération de la notion de décroissance inéluctable, risque de récupération par les forces de perpétuation de la domination de classe. Ces militants de l'après-croissance ne cessent de rappeler le célèbre discours d'Emmanuel Joseph Sieyès, discours du 7 septembre 1789, devant la jeune Assemblée nationale constituante, Joseph Sieyès expliquant à ses pairs que la révolution avait été faite en principe pour que le peuple fasse lui-même les lois, système qu'il dénommait démocratie, mais Sieyès disant que le peuple finalement n'avait pas assez d'instruction ni n'avait pas assez de temps pour pouvoir s'en occuper et qu'il fallait donc oublier la démocratie et installer à la place un système qu'on appellerait gouvernement représentatif. Alors le nom fut modifié plus tard en démocratie représentative afin de utiliser ce nom, afin de conserver l'impact symbolique du terme démocratie, mais qui au final, disait Sieyès, ne saurait être une démocratie. L'instauration du gouvernement représentatif, rapidement après 1789, avait en réalité pour objectif de ne pas installer la démocratie. Et c'est précisément le risque d'un stratagème similaire que dénoncent aujourd'hui les théoriciens de la décroissance inéluctable en alertant les masses sur les intentions de la classe croissanciste au pouvoir de revendiquer la légitimité de son maintien pour gérer la décroissance lorsque celle-ci sera avérée et incontestable. C'est ainsi que dès 2030, le discours des maîtres de pouvoir se résumera à ceci, à ces 3 petites phrases. La décroissance est inéluctablement en marche, certes, mais nous sommes les plus qualifiés pour gérer cette situation car elle est très complexe et seuls nos experts rémunérés sont capables de trouver les bons ajustements, à l'opposé du citoyen ordinaire qui n'a ni le temps ni les compétences pour s'occuper de tout cela. En réponse à cette harangue, qui ressemble à un copier-coller de celle de Joseph Emmanuel Sieyès en 1789, eh bien, en réponse à cette harangue, le discours des militants qui ont déjà pronostiqué qui avaient déjà pronostiqué depuis plus de 15 ans l'inéluctabilité de la décroissance, le discours se fondera sur le principe énoncé par Albert Einstein: on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Ces militants expliqueront que le problème de la décroissance inéluctable, c'est un problème qui a été créé par la pensée économique des croissancistes, encore au pouvoir aujourd'hui, en 2030. Et que, en application de ce principe imparable, ceux qui ont créé la croissance ne sont pas qualifiés, ne peuvent pas être qualifiés pour gérer la décroissance, ou dit en d'autres termes, que le logiciel de gestion dont ils ont appris la pratique dans les grandes écoles du pouvoir, ENA, Polytechnique, HEC, entre autres, ce logiciel n'est plus adapté à la situation et que leur esprit est trop formaté, est définitivement formaté pour pouvoir utiliser une autre méthode, pour ne pas pouvoir utiliser une autre méthode. Plus de 2 siècles et demi après la Révolution de 1789, un vide politique s'ouvrira alors, vide politique propice à toutes les alternatives, rendant possible alors une véritable bascule institutionnelle, mais ouvrant également le risque de tout type de manipulation.
3 certitudes se seront alors néanmoins bien installées dans l'esprit du peuple. Premièrement, le système politique représentatif qui a été mis en place depuis 1789, ce système est définitivement disqualifié en tant que système de fabrication de la loi. Deuxième certitude, la loi ne doit être élaborée que par le peuple. Troisième certitude, le peuple ne doit pas se laisser voler cet objectif. Alors, cette aspiration du peuple à être la seule source de la loi, cette aspiration rejoindra de fait celle de 1789 tout en s'enrichissant de son échec. Ce qui permettra de décrypter les discours trompeurs et les complots ourdis par tous ceux qui entendront conserver le même type de pouvoir en l'habillant sous une autre forme. La première étape de cette révolution douce de 2050, ça sera la réforme de la loi électorale pour la présidence de la République en France, loi qui abolira, cette réforme qui abolira le dispositif aristocratique, ce dispositif dit des 500 signatures qui réserve le droit de candidater à une minorité de personnes parrainées par les seuls élus du système représentatif, députés, sénateurs, maires. Ce principe, foncièrement antidémocratique, qui garantit le maintien automatique du système du gouvernement représentatif, comme aurait dit CIS. Ce système, il est déjà contesté depuis le début des années 2020, mais il l'est aujourd'hui de plus en plus, notamment par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Recours Constitution, association qui s'est donnée pour objectif d'exercer un contrôle citoyen sur la Constitution et sur les lois, et qui a commencé ses travaux par une analyse critique objective de la loi électorale réglementant le déroulement de l'élection présidentielle française. Plusieurs recours en Conseil d'État ont été déposés à partir de fin 2022 et début 2023, recours qui sont basés sur de volumineux mémoires en requête, soigneusement argumentés, et qui établissent sans ambiguïté que la loi organique du 16 novembre 1962, qui institue le système des parrainages, que cette loi n'est pas conforme à la Constitution. Alors le Conseil d'État a déjà rejeté 2 fois des recours présentés sous des angles différents, et ce Conseil d'État qui continuera à être sollicité par un Recours Constitution et par d'autres associations qui se joindront aux efforts de cette association, le Conseil d'État finira par céder devant l'évidence juridique et invalidera définitivement, avant 2050, la loi organique, cette fameuse loi organique très contestée sur les parrainages, ce qui ouvrira ainsi la possibilité à tout citoyen de se présenter à l'élection présidentielle française, ce qui constituera une rupture de nature révolutionnaire au sein même du système oligocratique français et qui ouvrira toute grande la voie de la possibilité et de l'avènement de cette rupture institutionnelle dont nous allons parler. Voici donc pour le pronostic numéro 18. La France rejoue 1789 et instaure le terrain propice à la bascule institutionnelle. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et pour le 20e pronostic, l'élection présidentielle française de 2050. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.